Bonjour et merci de me retrouver sur la chaîne Motivation Cinéma. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est comment écrire un scénario de comédie. Alors, j'ai passé pas mal de temps pour vous préparer cette petite vidéo. J'ai essayé de la rendre la plus claire possible. Ce qui est sûr, c'est que ça sera une vidéo qui est assez longue. Il y a quand même énormément de choses à dire. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on va dire que la structure même de la comédie, la façon dont fonctionne une comédie, n'aura plus de secret pour vous. Alors, je vous propose un petit sommaire donc, où je reviendrai sur les types de comédie, la base du scénario, la structure du film Camping que je vais prendre comme référence. Je vais prendre Camping, Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis pour les besoins de cette vidéo. Je reviendrai ensuite sur comment démarrer son histoire avant de revenir plus en détail sur la structure de Camping où là on ira vraiment dans le détail. Et il y aura un petit point 6 de comparaison entre les trois films pour montrer que finalement les comédies fonctionnent de la même façon. Et en conclusion, je partagerai avec vous un des meilleurs conseils que j'ai pu entendre dans une vidéo et qui bouclera la boucle de cette vidéo. Donc, les types de comédie. Je me suis amusé en fait à... donc la comédie, c'est un genre à part entière, mais il y a différents types de comédie. Ici, j'en ai listé 8 et demi, j'en ai peut-être oublié. N'hésitez pas à laisser des commentaires si j'en ai oublié, si vous avez quelque chose à signaler. Le premier type de comédie, ce sera ce que j'appelle les comédies de duo, donc qui fonctionnent sur deux personnages que tout oppose, qui évoluent dans deux univers totalement différents. Et par la force des choses, il y a un des personnages qui va être forcé, piégé dans l'univers qu'il ne maîtrise pas du tout. Et donc là, bien évidemment, je fais référence à des films comme Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable ou encore Camping. Le deuxième type de comédie, que j'ai appelé les comédies théâtre, fonctionne aussi sur le principe du duo, mais au niveau de la mise en scène, il y a quelque chose de particulier, de beaucoup plus théâtral, dans le sens où en fait, c'est souvent en huis clos. Il y a souvent il y a un lieu unique. Et là, on va vraiment s'attarder sur la psychologie des personnages. Donc là, ici, j'ai pris en exemple le dîner de cons, mais par exemple, Le Prénom, c'est aussi une comédie que je mettrais dans cette catégorie-là. La troisième type de comédie, ce sont les comédies personnages qui reposent en fait sur des personnages hauts en couleur, mais qui évoluent dans notre univers, en fait, dans un monde cohérent. Donc là, je pensais à Brise de Nice, je pense par exemple à des films comme Chouchou, Coco. Je sais que Michael Youn aussi est très fort dans ce domaine-là. Et d'une façon plus internationale, à peu près tous les films avec Sacha Baron Cohen fonctionnent sur ce principe avec un personnage qui est totalement en décalage avec l'univers dans lequel il évolue. Le quatrième type de comédie, c'est ce que j'ai appelé les comédies absurdes, où là en fait on va avoir un mix de comédie de duo avec des personnages hauts en couleur mais qui évoluent eux-mêmes dans un univers qui est totalement pas cohérent. Donc là pour le coup moi j'adore, c'est Mais qui a tué Pamela Rose. On pourrait aussi citer quelque part le film La Cité de la peur dans cette catégorie-là. Le cinquième type de comédie, c'est les actions-comédies. Donc moi, c'est un genre que j'aime bien. C'est un genre qui est très américain. En France, on a eu un peu des heures de gloire là-dessus, sur ce type-là, avec des films comme l'Opération Cornet de Bif, par exemple. Il y a aussi, je mettrais dedans Les Anges Gardiens, je mettrais Wasabi. Donc là, j'ai mis OSS 117. On a ensuite les teen comédies, donc là en fait, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Ça met souvent en scène des jeunes, donc qui sont soit au lycée, soit à l'université. Donc là on parle de problèmes vraiment de teenagers, donc là j'ai mis les beaux gosses. On pourrait mettre aussi Tout ce qui brille là-dedans, dans cette catégorie-là. Là, le septième type de comédie, c'est les feel-good movies. Alors en soi, c'est une comédie parce que on arrive en fait il y a de l'empathie par rapport au personnage. Ce sont des situations de vie très concrètes. On tourne autour d'un thème qui peut être le travail, le mariage, voilà, des choses comme ça, et où vous avez plusieurs personnages qui vont évoluer indépendamment les uns des autres pendant toute l'histoire. Donc là, c'est souvent des films chorales. Les feel good movies, c'est souvent des films chorales. Le huitième type de comédie, c'est la comédie romantique. Alors là aussi, le gros loser qui va tomber amoureux de la fille qui est totalement intouchable. Là, j'avais pris l'exemple de La Doublure qui pour moi était vraiment l'exemple type de la comédie romantique avec Gad Elmaleh. Et je vous disais qu'il y avait encore un autre genre, j'ai hésité à le mettre parce que c'est des comédies un peu ovni qui vont surtout reposer sur du high concept. Je pensais surtout au film Les 11 Commandements, je pensais à un film comme Babysitting. Et donc, vous voyez, ce sont souvent un peu des remakes de films américains. Et voilà, donc c'est des comédies un peu ovni. J'ai hésité à en parler parce que, quelque part,
elles sont souvent pas du tout structurées comme un film. Euh, Voici pour les types de comédie. Alors, vous avez peut-être remarqué, vous avez remarqué que j'ai mis des petits croix et des petits ronds. C'est parce que pour moi, il ne faut pas oublier que si vous écrivez un scénario, c'est que derrière, vous avez l'objectif de le vendre à un producteur. Et pour moi, il y a des types de comédie que vous aurez beaucoup plus de mal à vendre à un producteur, surtout si c'est votre premier scénario. Là, en l'occurrence, on va prendre action-comédie, tout simplement parce que généralement, ça engendre pas mal de budget. Il y a des courses-poursuites, des explosions, des fusillades. Ça se passe souvent dans différents endroits. Je pense que là, il y a un problème purement de budget. Et si c'est votre premier scénario, vous allez peut-être avoir du mal à convaincre un producteur de signer pour ce film-là. Le deuxième type de comédie que je vous déconseillerais, c'est les comédies absurdes. Souvent, les comédies absurdes, parce que c'est pas un genre très français. C'est difficile à mettre aussi en place et c'est souvent porté par des troupes de comédiens. Là, vous voyez dans Mais qui a tué Pamela Rose, c'est toute la bande, on va dire, du Comedy Club. Donc, il y a Cad et Olivier, vous allez retrouver le Jean-Paul Rouve. Donc, il faut déjà que vous soyez installé, j'allais dire, dans le business. Ça va être compliqué de convaincre que vous avez votre univers. Si c'est votre premier scénario, que vous n'êtes pas connu, que vous n'avez même pas une chaîne YouTube sur laquelle vous avez peut-être déjà des vidéos qui font référence à cet univers-là, ça risque d'être très compliqué. Je pense aussi à un film par exemple comme là, de Alain Chabat, où là aussi on est dans la comédie absurde. Je ne pense pas que si jamais c'est votre premier scénario, que vous puissiez le vendre aussi facilement qu'a pu le faire Alain Chabat et la troupe des Robins des Bois. Ce que je vous déconseillerais aussi, c'est la comédie avec un personnage haut en couleur, pour les mêmes raisons que la comédie absurde. Souvent, ce genre de comédie, de type de comédie, sont portés par des comédiens qui prennent des personnages de leur spectacle. Et donc, quelque part, le producteur est en terrain connu au moment où on lui vend le scénario. Vous, si vous avez une idée de personnage et que vous voulez, je sais pas moi, écrire un film comme S Ventura, ça va être peut-être très compliqué de convaincre le producteur si jamais vous n'êtes pas plus impliqué que ça déjà installé, j'allais dire, dans le paysage comique français. Une comédie que je savais pas trop s'il fallait la mettre ou pas, enfin vous la conseillez ou pas, c'est la comédie de type théâtre, parce que là aussi, encore une fois, souvent ce sont des adaptations de pièces de théâtre, donc c'est-à-dire que le film, quand il arrive dans son adaptation cinéma, il a déjà connu un succès au théâtre. Donc c'est-à-dire que le producteur va surtout, on va dire, ça va le soulager de savoir qu'il y a déjà un public qui connaît ce film-là. Et peut-être, pour moi, c'est le plus compliqué parce qu'en plus, si jamais c'est votre premier scénario, comme je disais, ça repose beaucoup sur la psychologie des personnages. Essayez déjà de partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que finalement, les 4 types de comédies que je vous conseillerais, ce serait plutôt soit la comédie romantique, parce qu'on a tous été au moins une fois amoureux et on sait ce que ça implique. Les feel-good movies aussi, ça c'est un type de comédie qui fonctionne très bien. La teen comédie, si vous qui regardez la vidéo, si jamais vous avez la vingtaine et que justement vous êtes dans les études, que vous êtes les jobs étudiants, partager un appartement avec un coloc complètement loufoque, des trucs comme ça, que ça vous parle, allez sur ce genre de comédie. Et sinon, pour moi, j'allais dire celle sur laquelle vous ne prenez pas vraiment de risque parce que ça parle tout de suite au producteur, c'est la comédie duo. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce type de comédie-là pour la suite de cette vidéo et de l'analyse de la structure des scénarios. Donc ça, c'était pour les types de comédie. J'aimerais bien qu'on revienne sur la base du scénario, parce que moi, c'est quelque chose, quand je me lance dans l'écriture, c'est quelque chose que je fais systématiquement. J'essaye d'oublier un petit peu tout ce que j'ai appris, tout ce qui pourrait me parasiter, et je reviens aux fondamentaux de ce qu'est un scénario. Et un scénario, c'est quoi? Si vous écrivez un scénario, c'est que vous voulez raconter une histoire. Vous avez peut-être en tête quelques blagues, quelques situations drôles, mais est-ce que de ça, vous pouvez en tirer une histoire? C'est vraiment les questions que vous devez vous poser avant d'aller plus loin dans l'écriture. Et là, ici, j'ai fait un petit schéma pour vous rappeler que finalement, un scénario, c'est un personnage qui a une certaine forme, là, qui a une certaine profondeur. Là, j'ai fait un rond, je l'ai fait apparaître sur le schéma sous forme de rond. Il a un quotidien. Il va avoir une opportunité au travers d'un événement déclencheur et suite à ça, il va y avoir différentes situations avec vous voyez, des intensités dramatiques qui vont aller en augmentant jusqu'à la fin pour arriver au climax.
Et à la fin du film, votre personnage doit avoir changé. N'oubliez pas que vous racontez l'histoire d'un personnage. Il doit avoir changé, il doit être devenu une étoile et son quotidien doit être maintenant plus haut que où il était au début de l'histoire. La deuxième chose, quand j'en reviens à la base du scénario, c'est ne pas oublier qu'une histoire, ce sont des personnages. Donc là, pour le coup, principalement votre duo que vous allez devoir travailler avant de vous lancer plus loin dans l'écriture. Est-ce que les personnages sont vraiment diamétralement opposés? Est-ce que psychologiquement ils sont opposés? Même physiquement, est-ce qu'ils sont opposés? De vraiment bien vous assurer qu'ils sont vraiment aux antipodes avant d'aller plus loin. Ce sont des personnages qui vont évoluer dans un univers, donc là aussi c'est un petit peu la petite touche que vous allez apporter. Faites attention, ne vous aventurez pas dans un univers que vous ne maîtrisez pas. Ce que je voudrais dire par là, c'est que si maintenant vous avez en tête de faire un film sur des mecs qui décident de monter une équipe de patineurs, hein, pour reprendre un petit peu le concept du grand bain, si vous n'avez jamais fait de patinage artistique, si vous ne connaissez pas le vocabulaire propre à cette discipline, si vous ne savez pas comment que ça fonctionne, ne vous lancez pas là-dedans. Restez dans un univers qui vous parle. Je sais que par exemple les scénaristes et réalisateurs de Intouchables ont commencé par faire le film Nos Jours Heureux qui raconte l'histoire de colonies de vacances. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce qu'ils étaient eux-mêmes comment on dit, géo ou éducateurs dans des colonies de vacances. Donc, ils étaient dans un univers qu'ils maîtrisaient. Ils avaient déjà expérimenté par eux-mêmes toutes les situations, donc c'est le point 3, toutes les situations dans lesquelles les personnages vont tremper, vont être confrontés. Donc, des personnages, un univers, des situations que vous devez absolument maîtriser. Et la troisième chose, qui est en fait le thème de cette vidéo, c'est une structure. Un scénario, c'est une structure. Même si vous voulez être le plus original du monde, ça doit être une originalité qui évolue dans une structure. Donc, pour le coup, on va venir à la structure de camping. Donc, là, pour l'instant, ne vous concentrez, oui, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de choses à l'écran. Mais j'aimerais bien que dans ce premier slide, vous vous concentriez sur juste 3 choses qui sont en fait, donc votre film commence, c'est ce qui est en bleu et ça fera l'objet d'un slide séparé, comment démarrer son histoire. Et vous arrivez à ce qui est repris dans les livres, le verrouillage de votre histoire. C'est-à-dire c'est le moment où votre personnage ne pourra plus faire marche arrière et qu'il est bloqué, votre personnage est bloqué dans ce nouvel univers qui est totalement inconnu pour lui. Et à partir de là, souvent, vous allez déclencher un chronomètre. Donc, ce personnage peut être bloqué dans cet univers pour une semaine, 6 mois, 1 an. En tout cas, vous allez commencer à implanter de façon, j'allais dire presque inconsciente, un timing auprès de votre spectateur. Il sait que par exemple, si jamais là on parle de camping, on sait que sa voiture il a un problème avec sa voiture, que la voiture elle est au garage et il y en a pour une semaine de travaux. Vous, donc dans votre tête ou dans la tête du spectateur, il sait très bien que ça va être l'histoire d'un personnage bloqué dans un camping pendant une semaine. On ne va pas passer les fêtes de Noël dans le camping, quoi. Par exemple, dans Bienvenue chez les Ch'tis, on sait que du fait qu'il a voulu tromper l'administration en se faisant passer pour un handicapé, il est muté dans le Nord pour une certaine période, qui est 6 mois ou 1 an. En tout cas, on se projette déjà sur le temps et la période que le personnage principal va devoir passer dans cet nouvel univers. Le deuxième point d'ancrage que j'ai mis en orange dans cette structure, c'est ce que j'appelle la fausse fin. Donc la fausse fin arrive généralement aux 2/3 du film, on va dire au bout d'1 heure, 1h10 de film. Et c'est le moment où votre film peut ou risque de totalement tomber à plat. C'est-à-dire que le concept intégral de votre film peut tomber à plat parce que votre héros a une porte de sortie. Ou alors quitte carrément l'univers parce qu'il ne supporte plus sa condition. Donc la fausse fin, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'elle va vous permettre de rebondir sur la deuxième partie qui est en rose ici sur cette structure et pour laquelle je reviendrai beaucoup plus en détail lorsque j'aborderai le point 5. Le troisième point d'ancrage, qui n'est pas vraiment un point d'ancrage puisque c'est vraiment plutôt le point d'arrivée, c'est l'impact mutuel. Vous allez arriver à la fin de votre histoire et il faut impérativement que votre personnage ait changé et qu'il ait eu un impact sur l'environnement
dans lequel il a évolué. Donc, et donc du coup, je dis l'impact mutuel parce que voilà, il doit avoir, à ce moment-là, il doit avoir apporté quelque chose à ce nouvel univers et il doit absolument avoir changé. Donc vous voyez que ces points d'ancrage ici vont permettre justement d'articuler vos deux parties principales pour lesquelles je reviendrai plus en détail dans la partie 5. Mais là, maintenant, tout de suite, je voudrais revenir sur comment démarrer son histoire. Donc là, c'est ce que j'avais mis en bleu ciel dans cette structure. Alors, il faut savoir bien évidemment que les premières pages du scénario sont extrêmement importantes. C'est là que le producteur va vraiment se faire une idée de votre film. Et comment démarrer son film, ce n'est pas quelque chose que vous devez choisir au hasard. Ce n'est pas parce que vous aimez voir les films commencer de cette façon-là que c'est une façon qui va coller pour votre film. Et ce qui est bien, c'est que par rapport aux exemples que j'ai pris donc de Camping, de Bienvenue chez les Ch'tis et de Intouchable, c'est que les trois films, même s'ils ont une structure qui est quasiment identique dans leur intégralité, la façon dont l'histoire démarre est totalement différente. N'oubliez pas que démarrer son histoire, c'est présenter le quotidien du héros, mais vous avez plusieurs façons de le faire. Dans Camping, ce qu'on va avoir comme démarrage, on va avoir des alternances entre les différents personnages. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement se concentrer sur votre héros, ou le héros 1, donc je vais appeler le héros 1 celui qui va être piégé dans le nouvel univers, et le héros 2, on va aussi commencer à intégrer tous les personnages secondaires. Pourquoi? Parce que dans Camping, il y a beaucoup d'intrigues secondaires, et là je reviendrai là-dessus quand je détaillerai le point 5. Et donc c'était une façon de déjà commencer à présenter tous les personnages aux spectateurs avant que votre film commence, parce que pour moi un film commence quand il y a l'événement déclencheur. Et si on avait seulement concentré le début de l'histoire sur le personnage de Gérard Lanvin, on aurait eu un trop d'informations une fois que l'histoire va commencer, si jamais vous devez commencer à présenter tous vos personnages secondaires. Donc ici, c'était vraiment dans l'idée que quand votre film commence, on présente tous les personnages du film, on présente aussi l'univers, vous voyez déjà le camping et tout, il n'y a pas de surprise. Contrairement à Bienvenue chez les Ch'tis, où pendant les 15-20 premières minutes, on va principalement se concentrer sur le personnage de Cadmerade. Alors on va le montrer sa famille, la ville où il habite, je crois que c'est à Aix-en-Provence, on voit le sud, on voit son travail, on voit que c'est quelqu'un qui est respecté, et on crée tout un mystère autour du Nord. Et si on avait opté pour un démarrage comme dans Camping, ce mystère qui plane autour du Nord, qu'est-ce qui se passe dans le Nord et tout ça, qui présente ça comme un truc totalement effrayant et tout ça, ça serait un peu tombé à plat en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de vraiment se concentrer sur le personnage de Cadmerade pour les besoins du démarrage du film, pour continuer d'entretenir le secret de ce qu'est le Nord. On voit très bien que par exemple dans Camping, est-ce qu'il y aurait vraiment un mystère de présenter le camping? Je ne pense pas. Je pense que le camping, c'est comme quelque chose qui parle à tout le monde et on peut s'imaginer plus ou moins ce qui peut arriver au héros quand il va arriver dans le camping. Donc, il y a vraiment ce petit côté-là d'insister sur le personnage, de garder un mystère par rapport à l'univers dans lequel il va être piégé. Et on a ici une troisième façon de démarrer avec Intouchable qui est assez rare en fait pour une comédie. On va faire un démarrage en commençant par l'intrigue de prédestination. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le film va commencer et vous allez déjà voir la relation qui existe entre vos deux personnages principaux. Vous voyez déjà qu'ils sont complices, ils ont déjà vécu quelque chose. On remarque aussi que le personnage de Cluzet a une barbe. Alors si jamais vous avez été voir le film et que vous avez vu l'affiche du film, vous voyez qu'il est quand même assez, voilà, il est tiré à quatre épingles, il est assez rasé de près, tout ça. Et là, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Donc on est en train d'amorcer une action où on est plutôt déjà en train de vendre ce qui va se passer par la suite. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire ça? Moi, je pense que c'est parce que s'ils avaient démarré directement par l'histoire, à savoir les petits entretiens d'embauche, découvrir un peu l'environnement du personnage de Marcy et tout, peut-être ça aurait été... le film n'aurait pas démarré assez vite et on se serait peut-être ennuyé. Donc là, pour le coup, c'était une façon de tout de suite mettre les gens dans l'ambiance, de montrer déjà que la relation va se faire, de montrer en plus, ils enchaînent avec la musique de Kool and the Gang. Je ne vois pas comment ils auraient pu démarrer avec la musique de Kool and the Gang s'ils avaient fait la présentation des personnages et puis que... Bon voilà. Donc je pense que vraiment ici, c'était une question d'intensité. Le but, c'était de
tout de suite mettre le spectateur dans l'ambiance plutôt que de lui faire monter doucement comme ça le suspense pour arriver à l'intrigue principale. Donc voilà comment démarrer son histoire. Vous avez vu, c'est très compliqué et donc c'est vraiment quand vous aurez une vue globale de votre scénario, n'hésitez pas à revenir sur comment est-ce que vous démarrez votre histoire. Peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne option. Donc on va revenir maintenant plus dans le détail sur la structure de camping. Donc ce qui est en bleu ciel, on vient d'en parler, donc c'est le choix de faire une alternance des personnages, donc le quotidien 1, le quotidien 2 des personnages. On a l'élément déclencheur qui est quelque chose qui est assez connu, je ne pense pas que ce soit nécessaire de s'attarder là-dessus. L'élément déclencheur, c'est un petit peu souvent le coup du sort qui fait que votre personnage va avoir une opportunité, voulue ou non, de basculer dans un autre univers et de devenir à la fin quelqu'un de différent. Le verrouillage, on en a parlé aussi. Et là, en fait, le verrouillage, il va vous permettre de commencer vraiment votre histoire. C'est là que votre film il va vraiment commencer. Alors là, maintenant, on est dans un univers dans lequel votre héros est totalement... Il est perdu, il n'a plus de repères. Dans toute cette partie-là, toute cette partie verte, il n'a plus de repères. Il va souvent passer pour un con. Et il va souvent être spectateur. Donc c'est ça qui est important, c'est que dans toute cette première partie, votre héros 1 doit passer pour un con. Et il doit être souvent spectateur de ce qui se passe autour de lui. Donc vous allez avoir une première séquence qui va consister en la présentation du nouvel univers où j'appelle le tour de la propriété. Donc ici vous avez Franck Dubosc qui va se présenter un petit peu comme le tour guide, le gars qui va faire visiter, voilà ça c'est le camping, là il y a les toilettes, là il y a le restaurant et patati et patata. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, on a un petit peu le même principe avec le personnage de Danny Boone qui va présenter, voilà, ça c'est l'appartement, ça c'est l'endroit où on travaille. Il y a vraiment ce petit côté présentation du nouvel univers et quelles vont être les nouvelles règles qui vont s'appliquer au héros 1 qui est souvent à ce moment-là très déçu et très angoissé par ce qui va lui arriver par la suite. La deuxième chose, c'est la présentation de la bande. Alors, dans tous les comédies, il y a toujours une bande qui gravite autour du personnage du héros 2. Ce sont les habitants de cet nouvel univers. Alors, ils sont tous différents. C'est important que ces personnages soient tous différents de manière à ce qu'on puisse, quelque part, au niveau des intrigues secondaires, aller un peu dans toutes les directions. Et c'est un moment qu'on retrouve dans Bienvenue chez les Ch'tis, qu'on retrouve dans Camping et qu'on retrouve dans Intouchable quand tu présentes, voilà, dis-moi, ça c'est le jardinier, ça c'est la cuisinière et patati et patata. Ça fait partie aussi du tour du propriétaire. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les premiers pas. Donc c'est là, comme je vous le disais, souvent le héros 1, il va passer pour un con. Donc là, pour le coup, c'est le moment où il est le plus mal à l'aise dans l'histoire. Et dans une comédie, c'est souvent le moment qui est le plus drôle. Il fait preuve d'énormément de maladresse et il a du mal à s'adapter à son environnement. Ensuite vient l'initiation, c'est-à-dire que votre personnage va vouloir quand même essayer votre héros va vouloir quand même essayer de comprendre, parce que justement il paraît pour un con, il veut comprendre comment les choses fonctionnent. Donc il y a cette partie-là qui est aussi importante. Et à partir de là, on va commencer à planter toutes les intrigues secondaires. Donc dans Camping, il y en a énormément. Il peut y en avoir moins si vos personnages, les héros 1 et 2, sont des personnages consistants et forts, comme par exemple dans Intouchable, qui est pour moi le scénario qui est le mieux écrit en fait par rapport à la personnalité des personnages. C'est quand même celui qui est le mieux écrit. Ici dans Camping, peut-être parce que c'était compliqué de faire une relation forte entre Gérard Lanvin et Franck Dubosc et de tenir tout le film. Je pense que l'idée c'était justement de donner plus de consistance aux intrigues secondaires et faites très attention à vos intrigues secondaires parce que les intrigues secondaires ne sont pas là parce qu'il faut que vous remplissiez votre scénario de scénettes. Non, l'intrigue secondaire elle est extrêmement importante dans ce genre de film parce que quelque part, à un moment donné, votre héros doit intervenir pour régler les différents problèmes de manière à ce que ça l'aide à grandir dans la partie 2. Donc là pour le coup, dans vos intrigues secondaires, vous allez avoir tous les personnages qu'on a présentés dans la bande et tous ces personnages-là ont des faiblesses. Elles ont des faiblesses et ils sont face à une situation. Donc là, on voit dans Camping, vous avez les Gatineau qui sont sur le point de se séparer. On a Monsieur Pic qui veut retrouver son emplacement. Et donc, ils sont tous dans une situation où ils sont en porte-à-faux ou en difficulté. C'est très important parce que dans votre deuxième partie, il faut régler ces problèmes-là. Vous ne pouvez pas avoir une intrigue secondaire qui est totalement détachée du héros et qui en plus mène nulle part par rapport aux personnages qui vivent cette intrigue. Donc là,
intrigues secondaires, il y en a quand même pas mal dans Camping. Et on va revenir à ce que j'ai appelé l'intrigue primaire. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai nom, mais l'intrigue primaire, c'est ce qui va en fait toucher vraiment votre héros 1 et qui est en fait la vraie histoire de votre film. Parce que ici, dans Camping, la vraie histoire du film, c'est pas un homme qui est bloqué dans un camping, c'est l'histoire d'une relation entre un père et une fille, et sa fille finalement. Et donc là, en fait, on va commencer à avoir plusieurs scènes où la fille va expliquer son malaise et pourquoi est-ce qu'elle est aussi détachée de son père. Donc là, vous allez alterner entre les différentes intrigues secondaires, intrigues primaires, pour arriver à ce que j'appelle la mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est intéressant de la placer dans la première partie. Si jamais vous n'en avez pas, n'essayez pas d'en créer une artificiellement, mais elle est bien parce que quelque part, elle va relancer le fait que votre personnage va être bloqué dans cet univers plus longtemps que prévu. Donc là, ici, pour le coup, c'est le garagiste qui accidentellement se blesse et donc du coup, les réparations de la voiture sont repoussées à plusieurs jours. Et donc là, suite à cette mauvaise nouvelle, votre personnage va peut-être commencer, votre héros va commencer à mettre de l'eau dans son vin et il va commencer à s'adapter. Il va commencer à être un peu plus à l'écoute des gens qui sont autour de lui. Mais pas trop quand même. Pas trop quand même parce que il doit vraiment avoir une action. C'est un peu les prémices de la partie 2, j'allais dire. Quand le personnage commence à s'adapter, c'est-à-dire qu'il va commencer à comprendre que finalement les gens qui sont autour de lui ne lui veulent pas du mal, mais il ne veut pas quand même encore se mélanger avec eux. Ensuite vient la prise de conscience. Alors la prise de conscience, c'est un moment qui est important par rapport à l'intrigue primaire, c'est-à-dire que c'est le moment où votre héros va vraiment se rendre compte qu'il est, pour le coup, loin de sa fille en fait. C'est une prise de conscience qui est importante parce que va tout de suite venir après la fausse fin. Et la fausse fin, c'est le moment, comme je vous le disais, que votre film risque de tomber à plat. Et la fausse fin, c'est le moment où votre héros va avoir une porte de sortie et il va redevenir le personnage qu'il était au début de l'histoire. C'est-à-dire qu'il va commencer à renier tous les gens qui ont pu l'aider et c'est ce qui fait qu'on va arriver juste après cette fausse fin à la deuxième partie, à la trahison. Alors la trahison, j'adore ça dans les comédies, il y en a à chaque fois. C'est-à-dire c'est le moment où le personnage a craché, on va dire, sur les personnages du deuxième univers. Et il y a quelqu'un qui a entendu ça. Et il va les rapporter ça à la bande. Et la bande va se dire que finalement ce mec c'est un salaud. On l'a aidé, nous on est de bonne volonté. Et lui finalement c'est un salaud. Et là, dans ce contexte-là, le personnage, le héros va vraiment se dire que c'est un enfoiré. Il a vraiment, il a merdé et il va vouloir réparer cette erreur. Et toute la deuxième partie, c'est ça, c'est je veux changer et je vais vous aider. Il a une porte de sortie, mais il fait une machine arrière parce qu'il sait que finalement, il a une opportunité de devenir quelqu'un d'autre. Et pour le coup, il va commencer à aller résoudre. Voilà, c'est ce que j'ai appelé héros 1 à la rescousse, héros 1 à la rescousse. Il va commencer à aller aider tous les personnages secondaires à régler leurs petits problèmes, en laissant pour l'instant les problèmes du héros 2, donc le personnage principal du deuxième univers, un peu plus en retrait parce que ça, il va aller le régler tout à la fin. Quand il aura réglé tous ces petits problèmes-là, toutes ces intrigues secondaires, il y aura ce que j'appelle le moment de vérité, c'est-à-dire c'est le moment où votre personnage va résoudre son propre problème à lui. Donc là, pour le coup, il va avoir une discussion avec sa fille, il va aller la rattraper dans le bus et voilà, il a compris qu'il faut qu'il soit un père différent et c'est un moment où en fait, voilà, il est réconcilié avec sa fille. Après ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le retour au calme. Donc les intrigues secondaires sont réglées, le problème du personnage principal est réglé aussi. Il y a un retour au calme qui pourrait laisser penser au spectateur que le film est terminé. Sauf que souvent, le problème du héros 2, qui a été révélé, ce que j'avais appelé la faiblesse du héros 2 au point 18, il y a un problème avec le héros 2. Il faut aller le secourir, il faut aller l'aider, et ça va être vraiment le point culminant, le climax. Sauf que ici, dans Camping, il n'y a pas vraiment cette rescousse du héros 2 parce que finalement, son problème, il est assez faible. C'est un loser, sa femme l'a largué, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf que il cherche un peu de reconnaissance. Le personnage de Franck Dubosc cherche de la reconnaissance. Il a envie d'être aimé par le personnage de Gérard Lanvin. Et dans cette dernière situation
où on va frôler la mort. Il y a souvent aussi cette notion de frôler la mort, c'est-à-dire qu'il y a un des personnages, voire le héros 2 qui veut se suicider, ou alors là, ici dans Camping, il y a la foudre qui s'abat sur un des personnages et du coup, il y a toujours une notion de mort, assez bizarrement dans les comédies, à un moment donné, il y a une notion de mort. Et le dernier acte, donc là, dans Camping, c'est quand Gérard Lanvin fait accoucher la femme du Hollandais. Donc là, en fait, d'un coup, il vient de faire l'unanimité dans ce nouvel univers. C'est devenu un héros de l'univers 2. Et il a maintenant un nouveau statut. Il a marqué de son empreinte pour toujours cette nouvel univers auquel il n'appartenait pas avant. Donc là, ici, dans Camping, c'est quand il fait accoucher la femme du Hollandais. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, bien évidemment, là, on a cette histoire que je vous disais où le personnage de Danny Boone a quand même un problème de cœur. Et donc là, c'est le moment où Cadmerade va amener la fille à Danny Boone, où justement, ils vont voir cette dernière discussion et finalement tomber amoureux ou retomber amoureux. Et par exemple, dans Intouchable, le dernier acte, parce qu'en plus on ne le voit pas venir, c'est le moment où le personnage de Omar Sy amène Cluzet au restaurant et qu'en fait il a arrangé un rendez-vous avec la fille avec lequel Cluzet entretient une relation épistolaire et au téléphone. Donc il y a toujours ce dernier acte où tout d'un coup le héros 1, après, c'est une sorte de remerciement par rapport au fait qu'il a changé et par rapport à tout ce que les personnages ont pu lui apporter. Et on en vient donc à l'impact mutuel donc voilà, que j'ai déjà repris au niveau du point 3 dans la structure de Camping. Maintenant, nous allons faire juste un petit point de comparaison. Alors cette partie-là, elle est un petit peu anecdotique, mais c'est comme ce que je vous disais, c'est que quelque part, après tous les films sont construits de la même façon. Ici, vous voyez le verrouillage dans Camping, dans Bienvenue chez les Ch'tis et dans Intouchable, le moment où les hôtels sont fermés, il ne veut pas abandonner sa voiture. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, c'est son collègue ou des HR qui lui explique comme quoi qu'il n'a pas le choix, qu'il peut avoir une mesure disciplinaire et que s'il se conduit bien, peut-être qu'il pourra avoir un poste. Dans Intouchable, là on a le personnage d'Omar Sy qui est finalement qui est foutu à la rue par sa mère et donc du coup il n'a plus d'autre choix que d'accepter le job que lui propose Cluzet. Le fameux tour du propriétaire que je vous ai expliqué tout à l'heure où le personnage voilà, va découvrir le nouvel univers dans lequel il va devoir évoluer. Les premiers pas, comme je vous le disais, ça aussi c'est un moment qui est très très drôle, qui est par contre plus drôle dans Bienvenue chez les Ch'tis où c'est tous ces moments-là où le personnage de Cadmerade ne comprend pas le ch'ti, il fait les premières tournées où tout le monde est bourré. Voilà, c'est tous les premiers pas, ce sont toujours des moments qui sont très drôles dans une comédie. L'adaptation, le moment où le héros va faire un effort pour s'adapter à l'univers dans lequel il évolue maintenant. Le dernier acte du héros, je vous l'ai déjà dit aussi, et l'impact mutuel. Et comme vous pouvez le remarquer par rapport au screenshot que j'ai fait là, il y a toujours à un moment donné, dans cette dernière scène, il y a un contact. Il y a un contact entre le héros 1 qui va aller vers le héros 2 et lui poser la main sur l'épaule ou le prendre dans les bras pour le remercier. Et ça, c'est quelque chose qui est systématique dans les comédies. Mon point de conclusion maintenant, je me rends compte que c'est une vidéo qui est quand même assez lourde, j'espère que vous êtes encore là. Mon point de conclusion, comme je vous le disais, c'est vraiment un conseil que j'ai entendu dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle, où en fait, il vaut mieux un scénario un peu faible, mais très bien structuré, qu'un concept fort, mais très mal structuré. Parce qu'il est plus simple d'enrichir un scénario qui fonctionne déjà que de bidouiller son scénario autour d'une idée pour le faire fonctionner. Ce que je veux dire par là, c'est que votre scénario, vous ne l'écrivez pas pour vous-même, vous l'écrivez pour un producteur. Le producteur, il va avoir ce scénario-là entre les mains. Vous avez un synopsis. Et votre producteur, s'il lit le scénario, c'est que déjà, il pense que votre idée, votre concept et votre synopsis est assez fort pour qu'il puisse continuer à lire le scénario. Le producteur, la seule chose qu'il va se dire, c'est est-ce que le scénario fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? Est-ce que je peux en faire un film ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi? Et c'est pour ça qu'il vaut mieux bien structurer votre scénario, quitte à ce que vos idées soient un peu faibles pour l'instant. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si jamais vous avez une très 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 bonne idée, que vous avez couché votre scénario en vous disant bon la structure elle n'est pas terrible mais on retravaillera ça après, ça ne fonctionne jamais comme ça. Parce que pour un producteur, de réécrire un scénario, de le réarranger, c'est souvent synonyme de tomber sur finalement quelque chose qui ne marche pas parce que, et moi ça m'est arrivé, j'avais un super concept, je me suis lancé un peu tête baissée
et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, mon scénario clochait. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en prenant une partie, en la mettant à la place d'une autre, eh ben, ça faussait la suite du truc. Donc j'ai dû inverser une autre séquence. Et en fait, à la fin, tout mon scénario n'avait plus aucun sens. Donc vraiment, vraiment, le truc qui est vraiment important, revenez à la structure que je vous ai montrée là pour camping et collez à cette structure-là avant de vouloir en faire des tonnes par rapport à vos concepts et tout ça. Essayez d'être le plus structuré possible. Et ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Je me doute que la vidéo était un peu longue, j'ai peut-être un peu cafouillé, mais en tout cas, j'ai vraiment fait en sorte que vous ayez maintenant tous les éléments entre les mains pour pouvoir avancer sur l'écriture de votre scénario. Et je vous souhaite bon courage parce que c'est vraiment très compliqué. Ce n'est pas en regardant juste cette vidéo-là en plus que vous allez maîtriser l'écriture du scénario. C'est énormément de travail. Donc je vous souhaite bon courage dans vos projets et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.